Orange 2, le plus grand voilier de course au large au monde, conçu pour chasser les records. Près de 37 mètres de long, un mât qui culmine à 50 mètres de haut, 1300 mètres carrés de voile au portant. Un engin exceptionnel de technologie et d'innovation, fruit de près de 15 ans d'efforts et de travail. Un projet mené de bout en bout par Bruno Perron, marin visionnaire et déterminé. Au cours des 12 mois de préparation, les moindres petits défauts ont été corrigés afin de faire de ce bateau une vraie bête de course, très rapide mais aussi très fiable. Pour réussir son pari autour de la planète, Bruno Perron a misé sur un équipage très expérimenté. En cumulant les différentes expériences de chacun des équipiers embarqués, on arrive à 171 transatlantiques et une vingtaine de tours du monde. Bruno Perron sait s'entourer et déléguer, un élément clé dans le résultat final. Technologie, expérience, motivation, talent, la conjugaison de tous ces facteurs aboutit à un exploit maritime historique. On appelle cela le sens du spectacle, le panache aussi. S'offrir un dernier bord à près de 30 nœuds, quelques minutes seulement avant de retrouver la Terre. Histoire de partager un peu avec le public la fin d'une exceptionnelle aventure, le Team Orange 2 s'envole dans une rade de Brest baignée de soleil. Quelques heures plus tôt, enveloppé par la nuit, le catamaran Orange a passé la ligne du trophée Jules Verne dans un temps proprement hallucinant. Un temps impensable quelques mois plus tôt, 50 jours, 16 heures et 20 minutes. Là, on est un peu après la ligne d'arrivée, on a eu 2 heures de partage d'émotions intenses, égoïstement, dans la nuit, dans une petite baie, la baie de Camaret. Et là, on va rentrer dans le Goulet, ça va être une autre forme de sensation. Mais derrière nous, il y a un beau parcours, une belle équipe et une très belle histoire. Le Tour du monde d'Orange, deuxième du nom, est une réussite totale. Celle des marins d'abord, celle des architectes, des constructeurs ensuite, celle des préparateurs bien sûr. Enfin, ce Tour du monde est celui des navigateurs et de l'équipe chargée du routage. Car pendant 50 jours, Orange a dansé un fantastique ballet avec les systèmes météo qui animent la planète bleue. C'est hallucinant de penser qu'on puisse faire le tour de la planète avec un seul système météo, et c'est ce qui s'est passé. Atlantique Sud, Indien, Pacifique, Atlantique Sud, et remonter vers le Brésil. Incroyable. Le tour du monde le plus rapide de l'histoire démarre le 24 janvier 2005 à l'île d'Ouessant, la ligne de départ du trophée Jules Verne. Renaud, c'est des conditions impeccables pour ce départ? C'est froid mais beau. Ça va pas très vite, il va falloir mettre de la toile ou que le vent rentre, mais on va pas se plaindre. C'est un temps magnifique. Le Team Orange s'attaque à un double défi. Pour décrocher le trophée Jules Verne, Orange doit améliorer le temps établi par Olivier de Kersauzon un an plus tôt, soit 63 jours et 13 heures. Mais l'objectif avoué de Bruno Perron, c'est bien sûr de s'attaquer au record absolu de Steve Fossett. À bord de Cheyenne, un autre catamaran géant, le milliardaire américain a bouclé un tour du monde similaire en 58 jours. Alors, pour refaire du Jules Verne le chrono de référence au tour du monde, c'est ce temps-là qu'il faut battre. La première partie du parcours météo n'est pas franchement idéale. Pour éviter les dépressions et contourner l'anticyclone des Açores, Orange doit longer la côte africaine avant de rejoindre les alizés au sud des Canaries. Capable de porter 1300 mètres carrés de voilure, Orange lève une coque avec seulement 12 nœuds de vent, soit un superbe gage de performance. Car en réduisant le contact avec l'eau, autrement dit ce qui freine le bateau, la figure de style est d'une redoutable efficacité. Avec une facilité déconcertante, les 30 tonnes de carbone accélèrent immédiatement.
Dès les premiers jours de course, Orange avale les 1000 avec un formidable appétit et malgré un passage délicat dans l'archipel des Canaries, le kata géant s'offre en guise d'entrée le deuxième temps de l'histoire du Jules Verne entre Ouessant et l'Équateur. Yeah, we passed the equator exactly 7 days and 3 hours after. On a passé l'équateur exactement 7 jours et 3 heures après notre départ de l'île d'Ouessant. Et voilà ce qu'on traverse en ce moment. Voilà, on vient de passer l'équateur et on espère pouvoir descendre à 1 ou 2 degrés sud pour attraper les alizés. Il faut qu'on trouve un chemin dans ce petit passage du poteau noir. C'est par là qu'on va passer dans l'hémisphère sud. Avec le poteau noir franchi sans encombre, Orange peut se risquer à un formidable coup de poker météo. Les ordinateurs du bord livrent des simulations de route pour le moins excitantes, des simulations basées sur les prévisions météo qui s'affinent d'heure en heure. Voilà. Tac, ça se décale. On essaie de viser ça. C'est un petit passage très étroit, parce qu'on se rend bien compte que si on est en retard, on rate. Si on est trop à droite, c'est mauvais. Si on est trop à gauche, ça passe pas non plus. On est obsédé par les prévisions du Sud qui sont en train de se confirmer, quoi. C'est hallucinant. C'est-à-dire que ce petit secret espoir qu'on avait de utopie qui devient presque réalisable. Et plus on se rapproche, plus c'est possible. Mais plus on se rapproche, plus on sait que le phénomène va exister, mais qu'on est limite en retard. L'équipe météo à terre a repéré un passage dans l'énorme anticyclone de Sainte-Hélène, divisé alors en 2 parties. Anticipé avant même le départ d'Ouessant, ce couloir de vent doit permettre de raccourcir sensiblement la route vers l'est. Nous avons un train à ne pas rater, le train de la gare de Sainte-Hélène, qui devrait normalement nous emmener jusqu'à la gare du Grand Sud. Et c'est vrai qu'on a un passage très très étroit à pas rater à cet endroit-là. Et le train ne va pas nous attendre, donc il faut qu'on mette du charbon. Pour gagner cette improbable course contre la montre, l'équipage s'impose pendant 3 jours un rythme époustouflant. Le kata géant est mené à une cadence inédite dans les annales des records à la voile. Ce qui est incroyable, c'est la régularité avec laquelle on arrive à tenir des moyennes de 32-33. On voit que ça commence à fumer là. Ça fume à bord d'Orange. Des conditions d'autant plus difficiles pour le caméraman Jacques Carès, qui en dehors de son travail d'équipier, assure les prises de vue émises quotidiennement depuis le bateau. Voilà, Seb Odigan à la barre, avec l'équipe de pont, chacun sur une écoute. Comme vous voyez, chacun est prêt à choquer à la moindre alerte du barreur. La moyenne du jour est bonne, très très bonne. Dans cette zone à risque que constitue l'anticyclone de Sainte-Hélène, Orange a effectué une excellente opération. Plus de 2000 milles avalés en 3 jours, 4000 km à 27 nœuds de moyenne. L'équipage a gagné son pari, rattrapé le front dépressionnaire qui les emmène vers l'océan Indien. Et là, quand on arrive à faire ça, c'est assez hallucinant parce que c'est la première fois en fait, dans l'histoire de la course au large qu'on prend une décision stratégique à 14 jours qui en plus se réalise, quoi. Donc il y a la chance aussi, mais il y a la vraie vision de l'équipe météo et puis un travail phénoménal à bord pour être dans les temps au bon endroit à plus de 8000 km du départ. Il y avait un point de passage qui fait moins de 100 km. On avait un cercle de 100 km qu'il fallait atteindre tel jour, telle heure. Et si on ne l'atteignait pas, c'était raté, on perdait 4 jours. C'est beau. Orange a embarqué dans le train du Grand Sud avec un avantage considérable. Dans la course virtuelle engagée avec le record de Steve Fossett, le raccourci à l'est permet d'atteindre le cap de Bonne-Espérance en 14 jours, soit 4 jours de mieux.
Traduit en distance, l'avance d'Orange 2 est de 1700 milles, soit 3000 km. Cassé le pare-brise. Je l'ai pris dans la tête le pare-brise. Une vague qui est montée, une déferlante et le bateau marchait à 28 nœuds. Et voilà, je l'ai pris dans la tête, un peu sonné, mais bon, ça va. Pas de bobo. Formidable machine à avaler les milles, le kata de 37 mètres est aussi extrêmement exigeant avec les hommes. À plus de 30 nœuds, l'engagement physique dans chaque manœuvre est intense. Le relais à la barre constitue en soi l'une des phases les plus délicates. Ici, Bernard Stamm relayant Lionel Lemonchois. Bernard décroche lui-même le harnais de son coéquipier avant de poser les deux mains sur la barre. Lancé à plus de 30 nœuds, une perte de contrôle du bateau peut immédiatement tourner à la sortie de route, soit un chavirage immédiat, autant dire une catastrophe à des milliers de kilomètres de tout secours. Là, ça fait un drôle d'effet, comme toujours quand on voit ce genre de spectacle, quoi, parce qu'on n'est pas au cinéma, quoi. J'adorerais être en exploration au pied des icebergs et contemplatif. Mais là, on n'est pas dans le contemplatif, quoi. On est dans la loi physique qu'un iceberg de 200 tonnes et un monstre de carbone de 30 tonnes, ça fait pas bon ménage et qu'il ne faut pas jouer à ça. Pas vu d'iceberg ni de growler, donc c'est pas mal de pas en voir. C'est joli sur les photos et vu de très loin, mais quand on est au milieu du champ de mine, c'est beaucoup moins drôle. Dans le champ de mine, la situation est d'autant plus délicate qu'un auxiliaire précieux montre des signes de faiblesse. Le radar est incapable de repérer les échos habituellement renvoyés par les icebergs à la dérive. On a vu quelques icebergs ce matin, enfin on en a vu 2. Donc l'idée c'est d'aller voir la vigie qui est sur l'été principal, voir un petit peu si ça se passe bien et s'il voit quelque chose. T'en vois un, JB? Droit devant. Bon putain, il faut aller rouler là.